Les travailleurs de la mer par Victor Hugo. Partie 14 du livre audio. Livre 2e du roman La reconnaissance en plein despotisme. Chapitre 1. Joie entremêlée d'angoisse. Mess Lethierry agitait la cloche avec emportement. Brusquement, il s'arrêta. Un homme venait de tourner l'angle du quai. C'était Gilliatt. Mess Lethierry courut à lui, ou, pour mieux dire, se jeta sur lui prit la main dans ses poings, et le regarda un moment dans les deux yeux en silence. Un de ces silences qui sont de l'explosion ne sachant par où sortir. Puis, avec violence, le secouant et le tirant, et le serrant dans ses bras, il fit entrer Gilliatt dans la salle basse des bravées, en repoussa du talon la porte, qui demeura entr'ouverte, s'assit ou tomba sur une chaise à côté d'une grande table éclairée par la lune, dont le reflet blanchissait vaguement le visage de Gilliatt, et, d'une voix où il y avait des éclats de rire et des sanglots mêlés, il cria « Ah, mon fils, l'homme au buck-pipe, Gilliatt, je savais bien que c'était toi, la panse, parbleu, conte-moi ça, tu y es donc allé? On t'aurait brûlé il y a 100 ans, c'est de la magie. Il ne manque pas une vis. J'ai déjà tout regardé, tout reconnu, tout manié. Je devine que les roues sont dans les 2 caisses. Te voilà donc enfin. Je viens de te chercher dans ta cabine. J'ai sonné la cloche. Je te cherchais. Je me disais, où est-il que je le mange? Il faut convenir qu'il se passe des choses extraordinaires. Cet animal-là revient de l'écueil Douvres. Il me rapporte ma vie. Tonnerre, tu es un ange. Oui, c'est ma machine. Personne n'y croira. On le verra, on dira. Ce n'est pas vrai. Tout y est, quoi. Tout y est. Il ne manque pas un serpentin. Il ne manque pas un apitage. Le tube de prise d'eau n'a pas bougé. C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu d'avarie. Il n'y a qu'un peu d'huile à mettre. Mais comment as-tu fait? Et dire que Durande va remarcher. L'arbre des roues est démonté comme par un bijoutier. Donne-moi ta parole d'honneur que je ne suis pas fou. Il se dressa debout, respira et poursuivit. Jure-moi ça. Quelle révolution! Je me pince. Je sens bien que je ne rêve pas. Tu es mon enfant. Tu es mon garçon. Tu es le bon Dieu. Ah, mon fils, avoir été me chercher ma gueuse de machine en pleine mer, dans ce guet-apens d'écueil. J'ai vu des choses très farces dans ma vie. Je n'ai rien vu de tel. J'ai vu les Parisiens, qui sont des satans. Je t'en fiche qu'ils feraient ça. C'est pis que la Bastille. J'ai vu les gauchos labourer dans les pampas. Ils ont pour charrue une branche d'arbre qui a un coude, et pour herse un fagot d'épines tiré avec une corde de cuir. Ils récoltent avec ça des grains de blé gros comme des noisettes. C'est de la gnognotte à côté de toi. Tu as fait là un miracle, pour de vrai. Ah, le gredin! Saute-moi donc au cou, et on te devra tout le bonheur du pays. Vont-ils bougonner dans Saint-Somson? Je vais m'occuper tout de suite de refaire le bachot. C'est étonnant, la bielle n'a rien de cassé. Messieurs, il est allé aux Douvres. Je dis les Douvres, il est allé tout seul. Les Douvres, un caillou qu'il n'y a rien de pire. Tu sais, t'a-t-on dit. C'est prouvé. Ça a été fait exprès. Clubin a coulé Durande pour me filouter de l'argent qu'il avait à m'apporter. Il a saoulé Tangrouille. C'est long, je te raconterai un autre jour la piraterie. Moi, affreuse brute, j'avais confiance dans Clubin. Il s'y est pincé, le scélérat, car il n'a pas dû en sortir. Il y a un Dieu, canaille. Vois-tu, Gilliatt, tout de suite, dardard, les faire au feu. Nous allons rebâtir Durande. Nous lui donnerons 20 pieds de plus. On fait maintenant les bateaux plus longs. J'achèterai du bois à Danzig et à Brême. À présent que j'ai la machine, on me fera crédit. La confiance reviendra. Mess Lethierry s'arrêta, leva les yeux avec ce regard qui voit le ciel à travers le plafond, et dit entre ses dents « Il y en a un !» Puis il posta le médium de sa main droite entre ses 2 sourcils, l'ongle appuyé sur la naissance du nez, ce qui indique le passage d'un projet dans le cerveau. Et il reprit. « C'est égal.
Pour tout recommencer sur une grande échelle, un peu d'argent comptant eût bien fait mon affaire. Ah, si j'avais mes 3 banknotes. Les 75 000 francs que ce brigand de Rantaine m'a rendus et que ce brigand de Clubin m'a volés. Gilliatt, en silence, chercha dans sa poche quelque chose qu'il posa devant lui. C'était la ceinture de cuir qu'il avait rapportée. Il ouvrit et étala sur la table cette ceinture dans l'intérieur de laquelle la lune laissait déchiffrer le mot Clubin. Il tira du gousset de la ceinture une boîte, et de la boîte 3 morceaux de papier pliés qu'il déplia et qu'il tendit à Mess Lethierry. Mess Lethierry examina les 3 morceaux de papier. Il faisait assez clair pour que le chiffre 1000 et le mot thousand y fassent parfaitement visibles. Mess Lethierry prit les 3 billets, les posa sur la table l'un à côté de l'autre, les regarda Gilliatt, resta un moment interdit, puis ce fut comme une éruption après une explosion. « Ça aussi, tu es prodigieux, mes banknotes, tous les 3, 1000 chaque, mes 75 000 francs. Tu es donc allé jusqu'en enfer? C'est la ceinture à Clubin. Pardieu, je lis dedans son ordure de nom. Gilliatt rapporte la machine, plus l'argent. Voilà de quoi mettre dans les journaux. J'achèterai du bois première qualité. Je devine que tu auras retrouvé la carcasse. Clubin pourri dans quelques coins. Nous prendrons le sapin à Danzig et le chêne à Brême. Nous ferons un bon bordé. Nous mettrons le chêne en dedans et le sapin en dehors. Autrefois, on fabriquait les navires moins bien et ils duraient davantage. C'est que le bois était plus assaisonné, parce qu'on ne construisait pas tant. Nous ferons peut-être la coque en orme. L'orme est bon pour les parties noyées. Être tantôt sec, tantôt trempé, ça le pourrit. L'orme veut être toujours mouillé. Il se nourrit d'eau. Quelle belle Durande nous allons conditionner. On ne me fera pas la loi. Je n'aurai plus besoin de crédit. J'ai les sous. A-t-on jamais vu ce Gilliatt? J'étais par terre, aplati, mort. Il me remet debout sur mes 4 fers. Et moi, qui ne pensais pas du tout à lui. Ça m'était sorti de l'esprit. Tout me revient, à présent. Pauvre garçon. Ah, par exemple, tu sais, tu épouses Déruchette. Gilliatt s'adossa au mur, comme quelqu'un qui chancelle, et très bas, mais très distinctement, il dit « Non ». Mess Lethierry eut un soubresaut. « Comment, non ?» Gilliatt répondit « Je ne l'aime pas ». Mess Lethierry alla à la fenêtre, l'ouvrit et la referma, revint à la table, prit les 3 banknotes, les plia, posa la boîte de fer dessus, se gratta les cheveux, saisit la ceinture de Clubin, la jeta violemment contre la muraille et dit « Il y a quelque chose !» Il enfonça ses 2 poings dans ses 2 poches et reprit « Tu n'aimes pas Déruchette. C'est donc pour moi que tu jouais du buck-pipe ?» Gilliatt, toujours adossé au mur, pâlissait comme un homme qui tout à l'heure ne respirera plus. À mesure qu'il devenait pâle, Mess Lethierry devenait rouge. « En voilà un imbécile. Il n'aime pas Déruchette. Eh bien, arrange-toi pour l'aimer, car elle n'épousera que toi. Quel diable d'anecdote viens-tu me conter là? Si tu crois que je te crois. Est-ce que tu es malade? C'est bon, envoie chercher le médecin. Mais ne dis pas d'extravagance. Pas possible que tu aies déjà eu le temps de vous quereller et de te fâcher avec elle. Il est vrai que les amoureux, c'est si bête. Voyons, as-tu des raisons? Si tu as des raisons, dis-les. On n'est pas une oie sans avoir des raisons. Après ça, j'ai du coton dans les oreilles. J'ai peut-être mal entendu. Répète ce que tu as dit. Gilliatt répliqua. J'ai dit non. Tu as dit non. Il y tient, la brute. Tu as toujours quelque chose, c'est sûr. Tu as dit non. Voilà une stupidité qui dépasse les limites du monde connu. On flanque des douches aux personnes pour bien moins que ça. Ah, tu n'aimes pas Déruchette? Alors, c'est pour l'amour du bonhomme que tu as fait tout ce que tu as fait? C'est pour les beaux yeux du papa que tu es allé au Douvre, que tu as eu froid, que tu as eu chaud, que tu as crevé de faim et de soif, que tu as mangé de la vermine de rocher,
que tu as eu le brouillard, la pluie et le vent pour chambre à coucher, et que tu as exécuté la chose de me rapporter ma machine, comme on rapporte à une jolie femme son serin qui s'est échappé, et la tempête d'il y a 3 jours. Si tu t'imagines que je ne me rends pas compte, tu en as eu du tirage. C'est en faisant la bouche en cœur du côté de ma vieille caboche que tu as taillé, coupé, tourné, viré, traîné, limé, scié, charpenté, inventé, écrabouillé, et fait plus de miracles à toi tout seul que tous les saints du paradis. Ah, idiot, tu m'as pourtant assez ennuyé avec ton buck-pipe. On appelle ça bignou en Bretagne. Toujours le même air, l'animal. Ah, tu n'aimes pas Déruchette? Je ne sais pas ce que tu as. Je me rappelle bien, tout à présent. J'étais là, dans le coin. Déruchette a dit, je l'épouserai, et elle t'épousera. Ah, tu ne l'aimes pas. Réflexion faite, je ne comprends rien. Ou tu es fou, ou je le suis. Et le voilà qui ne dit plus un mot. Ça n'est pas permis de faire tout ce que tu as fait et de dire à la fin « je n'aime pas Déruchette ». On ne rend pas service aux gens pour les mettre en colère. Eh bien, si tu ne l'épouses pas, elle coiffera Sainte-Catherine. D'abord, j'ai besoin de toi, moi. Tu seras le pilote de Durande. Si tu t'imagines que je vais te laisser aller comme ça, nenni mon cœur. Je ne te lâche point. Je te tiens. Je ne t'écoute seulement pas. Où y a-t-il un matelot comme toi? Tu es mon homme. Mais parle donc. Cependant, la cloche avait réveillé la maison et les environs. Douce et Grâce s'étaient levées et venaient d'entrer dans la salle basse, l'air stupéfait, sans dire mot. Grâce avait à la main une chandelle. Un groupe de voisins, bourgeois, marins et paysans, sortis en hâte, étaient dehors sur le quai, considérant avec pétrification et stupeur la cheminée de la Durande dans la panse. Quelques-uns, entendant la voix de mess Lethierry dans la salle basse, commençaient à s'y glisser silencieusement par la porte entrebâillée. Entre 2 faces de commère passait la tête de sieur Landois, qui avait ce hasard d'être toujours là où il aurait regretté de ne pas être. Les grandes joies ne demandent pas mieux que d'avoir un public. Le point d'appui un peu épars qu'offre toujours une foule leur plaît. Elles repartent de là. Mess Lethierry s'aperçut tout à coup qu'il y avait des gens autour de lui. Il accepta d'emblée l'auditoire. « Ah, vous voilà, vous autres, c'est bien heureux. Vous savez la nouvelle. Cet homme a été là, et il a rapporté ça. Bonjour, sieur Landois. Tout à l'heure, quand je me suis réveillé, j'ai vu le tuyau. C'était sous ma fenêtre. Il ne manque pas un clou à la chose. On fait des gravures de Napoléon. Moi, j'aime mieux ça que la bataille d'Austerlitz. Vous sortez de votre lit, bonnes gens. La Durande vous vient en dormant. Pendant que vous mettez vos bonnets de coton et que vous soufflez vos chandelles, il y a des gens qui sont des héros. On est un tas de lâches et de fainéants. On chauffe ses rhumatismes. Heureusement, cela n'empêche pas qu'il y ait des enragés. Ces enragés vont où il faut aller et font ce qu'il faut faire. L'homme du but de la rue arrive du rocher d'Ouvre. Il a repêché la Durande au fond de la mer. Il a repêché l'argent dans la poche de Clubin. Un trou encore plus profond. Mais comment as-tu fait? Tout le diancre était contre toi, le vent et la marée et le vent. C'est vrai que tu es sorcier. Ceux qui disent ça ne sont déjà pas si bêtes. La Durande est revenue. Les tempêtes ont beau avoir de la méchanceté, ça la leur coupe rasibus. Mes amis, je vous annonce qu'il n'y a plus de naufrage. J'ai visité la mécanique. Elle est comme neuve, entière, quoi. Les tiroirs à vapeur jouent comme sur des roulettes. On dirait un objet d'hier matin. Vous savez que l'eau qui sort est conduite hors du bateau par un tube placé dans un autre tube par où passe l'eau qui entre pour utiliser la chaleur. Eh bien, les 2 tubes, ça y est. Toute la machine. Les roues aussi. Ah, tu l'épouseras. Qui? La machine? Demanda sieur Landois. Non, la fille. Oui, la machine. Les 2. Il sera 2 fois mon gendre. Il sera le capitaine. Goodbye, capitaine Gilliatt. Il va y en avoir une de Durande. On va en faire des affaires, et de la circulation, et du commerce, et des chargements de bœufs et de moutons. Je ne donnerai pas 5 Samson pour Londres.
Et voici l'auteur. Je vous dis que c'est une aventure. On lira ça samedi dans la Gazette au père Mauger. Gilliatt, le malin, est un malin. Qu'est-ce que c'est que ces louis d'or là? Mess Lethierry venait de remarquer, par l'hiatus du couvercle, qu'il y avait de l'or dans la boîte posée sur les bank-notes. Il la prit, l'ouvrit, la vida dans la paume de sa main et mit la poignée de guinées sur la table. « Pour les pauvres, sieur Landois, donnez ces pounds de ma part au connétable de Saint-Sampson. Vous savez la lettre de Rantaine. Je vous l'ai montrée. Eh bien, j'ai les bank-notes. Voilà de quoi acheter du chêne et du sapin et faire de la menuiserie. Regardez plutôt. Vous rappelez-vous le temps d'il y a 3 jours? Quel massacre de vent et de pluie! Le ciel tirait le canon. Gilliatt a reçu ça dans les Douvres. Ça ne l'a pas empêché de décrocher l'épave comme je décroche ma montre. Grâce à lui, je redeviens quelqu'un. La galiote au père Lethierry va reprendre son service, messieurs, mesdames. Une coquille de noix avec 2 roues et un tuyau de pipe. J'ai toujours été toqué de cette invention-là. Je me suis toujours dit, j'en ferai une. Ça date de loin. C'est une idée qui m'est venue à Paris, dans le café qui fait le coin de la rue Christine et de la rue Dauphine, en lisant un journal qui en parlait. Savez-vous bien que Gilliatt ne serait pas gêné pour mettre la machine de Marly dans son gousset et pour se promener avec? C'est du fer battu, cet homme-là, de l'acier trempé, du diamant, un marin bon jeu, bon argent, un forgeron, un gaillard extraordinaire, plus étonnant que le prince de Hohenlohe. J'appelle ça un homme qui a de l'esprit. Nous sommes tous des pas grand-chose. Les loups de mer, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Mais le lion de mer, le voici. Hurrah, Gilliatt! Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais certainement il a été un diable. Et comment veut-on que je ne lui donne pas Déruchette? Depuis quelques instants, Déruchette était dans la salle. Elle n'avait pas dit un mot, elle n'avait pas fait de bruit. Elle avait eu une entrée d'ombre. Elle s'était assise, presque inaperçue, sur une chaise en arrière de Mess Lethierry debout, loquace, orageux, joyeux, abondant en gestes et parlant haut. Un peu après elle, une autre apparition muette s'était faite. Un homme vêtu de noir, en cravate blanche, ayant son chapeau à la main, s'était arrêté dans l'entrebâillement de la porte. Il y avait maintenant plusieurs chandelles dans le groupe lentement grossi. Ces lumières éclairaient de côté l'homme vêtu de noir. Son profil d'une blancheur jeune et charmante se dessinait sur le fond obscur avec une pureté de médaille. Il appuyait son coude à l'angle d'un panneau de la porte et il tenait son front dans sa main gauche, attitude, à son insu, gracieuse, qui faisait valoir la grandeur du front par la petitesse de la main. Il y avait un pli d'angoisse au coin de ses lèvres contractées. Il examinait et écoutait avec une attention profonde. Les assistants, ayant reconnu le révérend Ebenezer Caudray, recteur de la paroisse, s'étaient écartés pour le laisser passer, mais il était resté sur le seuil. Il y avait de l'hésitation dans sa posture et de la décision dans son regard. Ce regard, par moments, se rencontrait avec celui de Déruchette. Quant à Gilliatt, soit par hasard, soit exprès, il était dans l'ombre, et on ne le voyait que très confusément. Mess Lethierry d'abord n'aperçut pas M. Ebenezer, mais il aperçut Déruchette. Il alla à elle et l'embrassa avec tout l'emportement que peut avoir un baiser au front. En même temps, il étendait le bras vers le coin sombre où était Gilliatt. « Déruchette, dit-il, te revoilà riche, et voilà ton mari. » Déruchette leva la tête avec égarement et regarda dans cette obscurité. Mess Lethierry reprit. « On fera la noce tout de suite, demain, si ça se peut. On aura les dispenses. D'ailleurs, ici, les formalités ne sont pas lourdes. Le doyen fait ce qu'il veut. On est mariés avant qu'on ait eu le temps de crier gare. Ce n'est pas comme en France, où il faut des bancs, des publications, des délais, tout le Bataclan, et tu pourras te vanter d'être la femme d'un brave homme. Et il n'y a pas à dire, c'est que c'est un marin. Je l'ai pensé dès le premier jour, quand je l'ai vu revenir de Hermes avec le petit canon. À présent, il revient des Douvres avec sa fortune, et la mienne, et la fortune du pays. C'est un homme dont on parlera un jour comme il n'est pas possible. Tu as dit, je l'épouserai.
Tu l'épouseras. Et vous aurez des enfants, et je serai grand-père, et tu auras cette chance d'être la lady d'un gaillard sérieux, qui travaille, qui est utile, qui est surprenant, qui en vaut 100, qui sauve les inventions des autres, qui est une providence. Et au moins, toi, tu n'auras pas, comme presque toutes les chippies riches de ce pays-ci, épousé un soldat ou un prêtre, c'est-à-dire l'homme qui tue ou l'homme qui ment. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton coin, Gilliatt? On ne te voit pas. Douce, grâce, tout le monde, de la lumière, illuminez-moi mon gendre à Giorno. Je vous fiance, mes enfants, et voilà ton mari. Et voilà mon gendre. C'est Gilliatt du but de la rue, le bon garçon, le grand matelot, et je n'aurai pas d'autre gendre, et tu n'auras pas d'autre mari. Je redonne ma parole d'honneur au bon Dieu. Ah, c'est vous, monsieur le curé, vous me marierez ces jeunes gens-là. L'œil de mess Lethierry venait de tomber sur le révérend Ebenezer. Douce et Grâce avaient obéi. 2 chandelles posées sur la table éclairaient Gilliatt de la tête aux pieds. « Qu'il est beau !» cria Lethierry. Gilliatt était hideux. Il était tel qu'il était sorti le matin même, de l'écueil d'Ouvres, en haillons, les coudes percés, la barbe longue, les cheveux hérissés, les yeux brûlés et rouges, la face écorchée, les poings saignants. Il avait les pieds nus. Quelques-unes des pustules de la pieuvre étaient encore visibles sur ses bras velus. Lethierry le contemplait. « C'est mon vrai gendre. Comme il s'est battu avec la mère, il est tout en loques. Quelles épaules, quelles pattes, que tu es beau !» Grâce courut à Déruchette et lui soutint la tête. Déruchette venait de s'évanouir. Chapitre 2. La malle de cuir. Dès l'aube, Saint-Sampson était sur pied et Saint-Pierre-Port commençait à arriver. La résurrection de la Durande faisait dans l'île un bruit comparable à celui qu'a fait dans le midi de la France la Salette. Il y avait foule sur le quai pour regarder la cheminée sortant de la panse. On eût bien voulu voir et toucher un peu la machine. Mais Lethierry, après avoir fait de nouveau et au jour l'inspection triomphante de la mécanique, avait posté dans la panse 2 matelots chargés d'empêcher l'approche. La cheminée, au surplus, suffisait à la contemplation. La foule s'émerveillait. On ne parlait que de Gilliatt. On commentait et on acceptait son surnom de « malin ». L'admiration s'achevait volontiers par cette phrase « Ce n'est toujours pas agréable d'avoir dans l'île des gens capables de faire des choses comme ça ». On voyait du dehors mess Lethierry assis à sa table devant sa fenêtre et écrivant, un œil sur son papier, l'autre sur la machine. Il était tellement absorbé qu'il ne s'était interrompu qu'une fois pour crier « Douce !» et pour lui demander des nouvelles de Déruchette. Douce avait répondu. Mademoiselle s'est levée et est sortie. Mess Lethierry avait dit. Elle fait bien de prendre l'air. Elle s'est trouvée un peu mal cette nuit à cause de la chaleur. Il y avait beaucoup de monde dans la salle. Et puis la surprise, la joie, avec cela que les fenêtres étaient fermées. Elle va avoir un fier mari. Et il avait recommencé à écrire. Il avait déjà paraphé et scellé 2 lettres adressées au plus notable maître de chantier de Brême. Il achevait de cacheter la 3e. Le bruit d'une roue sur le quai lui fit dresser le cou. Il se pencha à sa fenêtre et vit, débouché du sentier par où l'on allait au but de la rue, un boy poussant une brouette. Ce boy se dirigeait du côté de Saint-Pierre-Port. Il y avait, dans la brouette, une malle de cuir jaune damasquinée de clous de cuivre et d'étain. Mess Lethierry apostropha le boy. « Où vas-tu, garçon ?» Le boy s'arrêta et répondit. « Au Cachemire. »« Quoi faire ?»« Porter cette malle. »« Eh bien, tu porteras aussi ces 3 lettres. » Mess Lethierry ouvrit le tiroir de sa table, y prit un bout de ficelle, noua ensemble sous un nœud en croix les 3 lettres qu'il venait d'écrire et jeta le paquet au boy qui le reçut au vol dans ses 2 mains. « Tu diras au capitaine du Cachemire que c'est moi qui écris et qui les soins. C'est pour l'Allemagne. Brême via London. » Je ne parlerai pas au capitaine, mess Lethierry. Pourquoi ? Le Cachemire n'est pas à quai. Ah ? Il est en rade. C'est juste, à cause de la mer.
Je ne pourrai parler qu'au patron de l'embarcation. Tu lui recommanderas mes lettres. Oui, mess Lethierry. À quelle heure part le Cashmere? À 12 heures. À midi, aujourd'hui, la marée monte. Il a la marée contre. Mais il a le vent pour. Boy, dit mess Lethierry, braquant son index sur la cheminée de la machine. Vois-tu ça? Ça se moque du vent et de la marée. Le boy mit les lettres dans sa poche, ressaisit le brancard de la brouette et reprit sa course vers la ville. Mess Lethierry appela. Douce, Grâce. Grâce entrebâilla la porte. Mess, qu'y a-t-il? Entre et attends. Mess Lethierry prit une feuille de papier et se mit à écrire. Si Grâce, debout derrière lui, eût été curieuse et eût avancé la tête pendant qu'il écrivait, elle aurait pu lire, par-dessus son épaule, ceci. J'écris à Brême pour du bois. J'ai rendez-vous toute la journée avec des charpentiers pour l'estima. La reconstruction marchera vite. Toi, de ton côté, va chez le doyen pour avoir les dispenses. Je désire que le mariage se fasse le plus tôt possible. Tout de suite serait le mieux. Je m'occupe de Durande. Occupe-toi de Déruchette. Il data et signa. Lethierry. Il ne prit point la peine de cacheter le billet, le plia simplement en 4 et le tendit à Grâce. Porte cela à Gilliatt. Au but de la rue? Au but de la rue. Livre 3e. Départ du Cashmere. Chapitre 1. Le Havelet tout proche de l'église. Saint-Sampson ne peut avoir foule sans que Saint-Pierre-Port soit désert. Une chose curieuse, sur un point donné, est une pompe aspirante. Les nouvelles courent vite dans les petits pays. Aller voir la cheminée de la Durande, sous les fenêtres de mess Lethierry, était depuis le lever du soleil la grande affaire de Guernesey. Tout autre événement s'était effacé devant celui-là. Éclipse de la mort du doyen de Saint-Asaph. Il n'était plus question du révérend Ebenezer Caudray, ni de sa soudaine richesse, ni de son départ par le Cashmere. La machine de la Durande rapportait des Douvres, tel était l'ordre du jour. On n'y croyait pas. Le naufrage avait paru extraordinaire, mais le sauvetage semblait impossible. C'était à qui s'en assurerait par ses yeux. Toute autre préoccupation était suspendue. De longues files de bourgeois en famille, depuis le Vézin jusqu'aux messes, des hommes, des femmes, des gentlemen, des mères avec enfants et des enfants avec poupées, se dirigeaient par toutes les routes vers la chose à voir, au Bravé, et tournaient le dos à Saint-Pierre-Port. Beaucoup de boutiques dans Saint-Pierre-Port étaient fermées. Dans Commercial Arcade, stagnation absolue de vente et de négoce. Toute l'attention était à la Durande. Pas un marchand n'avait étrenné, excepté un bijoutier, lequel s'émerveillait d'avoir vendu un anneau d'or pour mariage à une espèce d'homme paraissant fort pressé qui lui avait demandé la demeure de monsieur le doyen. Les boutiques restées ouvertes étaient des lieux de causerie où l'on commentait bruyamment le miraculeux sauvetage. Pas un promeneur à Livreuse, qu'on nomme aujourd'hui, sans savoir pourquoi, Cambridge Park. Personne dans High Street, qui s'appelait alors la Grand-Rue, ni dans Smith Street, qui s'appelait alors la rue des Forges. Personne dans Hauteville. L'esplanade elle-même était dépeuplée. On eût dit un dimanche. Une Altesse royale en visite passant la revue de la milice à l'Ancresse n'eût pas mieux vidé la ville. Tout ce dérangement à propos d'un rien du tout, comme ce Gilliatt, faisait hausser les épaules aux hommes graves et aux personnes correctes. L'église de Saint-Pierre-Port, triple pignon juxtaposé avec transept et flèches, est au bord de l'eau, au fond du port, presque sur le débarcadère même. Elle donne la bienvenue à ceux qui arrivent et l'adieu à ceux qui s'en vont. Cette église est la majuscule de la longue ligne qui fait la façade de la ville sur l'océan. Elle est en même temps paroisse de Saint-Pierre-Port et doyenne de toute l'île. Elle a pour desservant le subrogé de l'évêque, clergyman à plein pouvoir. Le havre de Saint-Pierre-Port, très beau et très large port aujourd'hui, était à cette époque, et il y a 10 ans encore, moins considérable que le havre de Saint-Sampson. C'étaient 2 grosses murailles cyclopéennes courbes, partant du rivage à tribord et à bâbord, et se rejoignant presque à leur extrémité, où il y avait un petit phare blanc. Sous ce phare, un étroit goulet,
ayant encore le double anneau de la chaîne qui le fermait au Moyen-Âge, donnait passage au navire. Qu'on se figure une pince de homard entr'ouverte. C'était le Havre de Saint-Pierre-Port. Cette tenaille prenait sur l'abîme un peu de mer qu'elle forçait à se tenir tranquille. Mais par le vent d'est, il y avait du flot à l'entrebâillement. Le port clapotait, et il était plus sage de ne point entrer. C'est ce qu'avait fait ce jour-là le Cachemire. Il avait mouillé en rade. Les navires, quand ils avaient du vent d'est, prenaient volontiers ce parti qui, en outre, leur économisait les frais de port. Dans ce cas, les bateliers commissionnés de la ville, braves tribus de marins que le nouveau port a destitués, venaient prendre dans leurs barques, soit à l'embarcadère, soit aux stations de la plage, les voyageurs et les transportaient, eux et leurs bagages, souvent par de très grosses mers et toujours sans accident, aux navires en partance. Le vent d'est est un vent de côté, très bon pour la traversée d'Angleterre. On roule, mais on ne tangue pas. Quand le bâtiment en partance était dans le port, tout le monde s'embarquait dans le port. Quand il était en rade, on avait le choix de s'embarquer sur un des points de la côte voisine du mouillage. On trouvait dans toutes les criques des bateliers à volonté. Le Havelet était une de ces criques. Ce petit havre, Havelet, était tout près de la ville, mais si solitaire qu'il en semblait très loin. Il devait cette solitude à l'encaissement des hautes falaises du fort Georges qui dominent cette anse discrète. On arrivait au Havelet par plusieurs sentiers. Le plus direct longeait le bord de l'eau. Il avait l'avantage de mener à la ville et à l'église en 5 minutes, et l'inconvénient d'être couvert par la lame 2 fois par jour. Les autres sentiers, plus ou moins abrupts, s'enfonçaient dans les anfractuosités des escarpements. Le Havelet, même en plein jour, était dans une pénombre. Des blocs en porte-à-faux pendaient de toutes parts. Un hérissement de ronces et de broussailles s'épaississait et faisait une sorte de douce nuit sur ce désordre de roches et de vagues. Rien de plus paisible que cette crique en temps calme, rien de plus tumultueux dans les grosses eaux. Il y avait là des pointes de branches perpétuellement mouillées par l'écume. Au printemps, c'était plein de fleurs, de nids, de parfums, d'oiseaux, de papillons et d'abeilles. Grâce aux travaux récents, ces sauvageries n'existent plus aujourd'hui. De belles lignes droites les ont remplacées. Il y a des maçonneries, des quais et des jardinets. Le terrassement a sévi. Le goût a fait justice des bizarreries de la montagne et de l'incorrection des rochers. Chapitre 2. Les désespoirs en présence. Il était un peu moins de 10 heures du matin. Le quart avant, comme on dit à Guernesey. L'affluence, selon toute apparence, grossissait à Saint-Sampson. La population, enfiévrée de curiosité, versant tout au nord de l'île, le Havelet, qui est au sud, était plus désert que jamais. Pourtant, on y voyait un bateau et un batelier. Dans le bateau, il y avait un sac de nuit. Le batelier semblait attendre. On apercevait en rade le Cachemire à l'ancre, qui, ne devant partir qu'à midi, ne faisait encore aucune manœuvre d'appareillage. Un passant qui, de quelqu'un des sentiers escaliers de la falaise, eût prêté l'oreille, eût entendu un murmure de paroles dans le Havelet, et s'il se fût penché par-dessus les surplombs, il eût vu, à quelque distance du bateau, dans un recoin de roches et de branches, où ne pouvait pénétrer le regard du batelier, 2 personnes, un homme et une femme, Ebenezer et Déruchette. Ces réduits obscurs du bord de la mer, qui tentent les baigneuses, ne sont pas toujours aussi solitaires qu'on le croit. On y est quelquefois observé et écouté. Ceux qui s'y réfugient et qui s'y abritent peuvent être aisément suivis à travers les épaisseurs des végétations et grâce à la multiplicité et à l'enchevêtrement des sentiers. Les granites et les arbres qui cachent l'aparté peuvent cacher aussi un témoin. Déruchette et Ebenezer étaient debout en face l'un de l'autre, le regard dans le regard. Ils se tenaient les mains. Déruchette parlait. Ebenezer se taisait. Une larme amassée et arrêtée entre ses cils hésitait et ne tombait pas. La désolation et la passion étaient empreintes sur le front religieux d'Ebenezer. Une résignation poignante s'y ajoutait, résignation hostile à la foi, quoique venant d'elle. Sur ce visage,
simplement angélique jusqu'alors, il y avait un commencement d'expression fatale. Celui qui n'avait encore médité que le dogme se mettait à méditer le sort, méditation malsaine au prêtre. La foi s'y décompose. Plié sous de l'inconnu, rien n'est plus troublant. L'homme est le patient des événements. La vie est une perpétuelle arrivée. Nous la subissons. Nous ne savons jamais de quel côté viendra la brusque descente du hasard. Les catastrophes et les félicités entrent, puis sortent, comme des personnages inattendus. Elles ont leur loi, leur orbite, leur gravitation, en dehors de l'homme. La vertu n'amène pas le bonheur, le crime n'amène pas le malheur. La conscience a une logique, le sort en a une autre. Nulle coïncidence. Rien ne peut être prévu. Nous vivons pêle-mêle et coup sur coup. La conscience est la ligne droite, la vie est le tourbillon. Ce tourbillon jette inopinément sur la tête de l'homme des chaos noirs et des ciels bleus. Le sort n'a point l'art des transitions. Quelquefois, la roue tourne si vite que l'homme distingue à peine l'intervalle d'une péripétie à l'autre et le lien d'hier à aujourd'hui. Ebenezer était un croyant mélangé de raisonnement et un prêtre compliqué de passion. Les religions célibataires savent ce qu'elles font. Rien ne défait le prêtre comme d'aimer une femme. Toutes sortes de nuages assombrissaient Ebenezer. Il contemplait Déruchette. Trop. Ces deux êtres s'idolâtraient. Il y avait dans la prunelle d'Ebenezer la muette adoration du désespoir. Déruchette disait « Vous ne paraîtirez pas. Je n'en ai pas la force. Voyez-vous, j'ai cru que je pourrais vous dire adieu. Je ne peux pas. On n'est pas forcé de pouvoir. Pourquoi êtes-vous venu hier ? Il ne fallait pas venir si vous vouliez vous en aller. Je ne vous ai jamais parlé. Je vous aimais, mais je ne le savais pas. Seulement, le premier jour, quand M. Hérode a lu l'histoire de Rebecca et que vos yeux ont rencontré les miens, je me suis senti les joues en feu et j'ai pensé « Oh, comme Rebecca a dû devenir rouge !» C'est égal. Avant-hier, on m'aurait dit « Vous aimez le recteur ?» J'aurais ri. C'est ce qu'il y a eu de terrible dans cet amour-là. Ça a été comme une trahison. Je n'y ai pas pris garde. J'allais à l'église, je vous voyais, je croyais que tout le monde était comme moi. Je ne vous fais pas de reproches. Vous n'avez rien fait pour que je vous aime. Vous ne vous êtes pas donné de peine. Vous me regardiez. Ce n'est pas de votre faute si vous regardez les personnes, et cela a fait que je vous ai adoré. Je ne m'en doutais pas. Quand vous preniez le livre, c'était de la lumière. Quand les autres le prenaient, ce n'était qu'un livre. Vous leviez quelquefois les yeux sur moi. Vous parliez des archanges. C'était vous l'archange. Ce que vous disiez, je le pensais tout de suite. Avant vous, je ne sais pas si je croyais en Dieu. Depuis vous, j'étais devenue une femme qui fait sa prière. Je disais à Douce, habille-moi bien vite, que je ne manque pas l'office. Et je courais à l'église. Ainsi, être amoureuse d'un homme, c'est cela. Je ne le savais pas. Je me disais, comme je deviens dévote. C'est vous qui m'avez appris que je n'allais pas à l'église pour le bon Dieu. J'y allais pour vous, c'est vrai. Vous êtes beau, vous parlez bien. Quand vous leviez les bras au ciel, il me semblait que vous teniez mon cœur dans vos deux mains blanches. J'étais folle, je l'ignorais. Voulez-vous que je vous dise votre faute ? C'est d'être entrée hier dans le jardin, c'est de m'avoir parlé. Si vous ne m'aviez rien dit, je n'aurais rien su. Vous seriez partie, j'aurais peut-être été triste, mais à présent, je mourrais. À présent, je sais que je vous aime. Il n'est plus possible que vous vous en alliez. À quoi pensez-vous ? Vous n'avez pas l'air de m'écouter. Ebenezer répondit. Vous avez entendu ce qui s'est dit hier ? Hélas ! Que puis-je à cela ? Ils se turent un moment. Ebenezer reprit. Il n'y a plus pour moi qu'une chose à faire. Partir. Et moi, mourir. Oh, je voudrais qu'il n'y eût pas de mer et qu'il n'y eût que le ciel. Il me semble que cela arrangerait tout. Notre départ serait le même. Il ne fallait pas me parler, vous. Pourquoi m'avez-vous parlé ? Alors ne vous en allez pas. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je vous dis que je mourrai. Vous serez bien avancé quand je serai dans le cimetière. Oh, j'ai le cœur brisé. Je suis bien malheureuse. Mon oncle n'est pas méchant pourtant. C'était la première fois de sa vie
que Déruchette disait en parlant de mess Lethierry « mon oncle ». Jusque-là, elle avait toujours dit « mon père ». Ebenezer recula d'un pas et fit un signe au batelier. On entendit le bruit du croc dans les galets et le pas de l'homme sur le bord de sa barque. « Non, non !» cria Déruchette. Ebenezer se rapprocha d'elle. « Il le faut, Déruchette. »« Non, jamais. Pour une machine. Est-ce que c'est possible ? Avez-vous vu cet homme horrible hier ? Vous ne pouvez pas m'abandonner. Vous avez de l'esprit, vous trouverez un moyen. Il ne se peut pas que vous m'ayez dit de venir vous trouver ici ce matin, avec l'idée que vous partiriez. Je ne vous ai rien fait. Vous n'avez pas à vous plaindre de moi. C'est par ce vaisseau-là que vous voulez vous en aller ? Je ne veux pas. Vous ne me quitterez pas. On n'ouvre pas le ciel pour le refermer. Je vous dis que vous resterez. D'ailleurs, il n'est pas encore l'heure. Oh, je t'aime !» Et, se pressant contre lui, elle lui croisa ses 10 doigts derrière le cou, comme pour faire de ses bras enlacés un lien à Ebenezer, et de ses mains jointes une prière à Dieu. Il dénoua cette étreinte délicate qui résista tant qu'elle put. Déruchette tomba assise sur une saillie de roche couverte de lierre, relevant d'un geste machinal la manche de sa robe jusqu'au coude, montrant son charmant bras nu avec une clarté noyée et blême dans ses yeux fixes. La barque approchait. Ebenezer lui prit la tête dans ses 2 mains. Cette vierge avait l'air d'une veuve, et ce jeune homme avait l'air d'un aïeul. Il lui touchait les cheveux avec une sorte de précaution religieuse. Il attacha son regard sur elle pendant quelques instants, puis il déposa sur son front un de ces baisers sous lesquels il semble que devrait éclore une étoile, et d'un accent où tremblait la suprême angoisse et où l'on sentait l'arrachement de l'âme, il lui dit ce mot, le mot des profondeurs, « Adieu ». Déruchette éclata en sanglots. En ce moment, ils entendirent une voix lente et grave qui disait « Pourquoi ne vous mariez-vous pas ?» Ebenezer tourna la tête. Déruchette leva les yeux. Gilliatt était devant eux. Il venait d'entrer par un sentier latéral. Gilliatt n'était plus le même homme que la veille. Il avait peigné ses cheveux, il avait fait sa barbe, il avait mis des souliers, il avait une chemise blanche de marin à grand col rabattu. Il était vêtu de ses habits de matelot les plus neufs. On voyait une bague d'or à son petit doigt. Il semblait profondément calme. Son hâle était livide. Du bronze qui souffre, tel était ce visage. Ils le regardèrent, stupéfaits. Quoique méconnaissable, Déruchette le reconnut. Quant aux paroles qu'il venait de dire, elles étaient si loin de ce qu'il pensait en ce moment-là, qu'elles avaient glissé sur leur esprit. Gilliatt reprit. « Quel besoin avez-vous de vous dire adieu ? Mariez-vous, vous partirez ensemble. » Déruchette tressaillit. Elle eut un tremblement de la tête aux pieds. Gilliatt continua. « Miss Déruchette a ses 21 ans. Elle ne dépend que d'elle. Son oncle n'est que son oncle. Vous vous aimez. » Déruchette interrompit doucement. « Comment se fait-il que vous soyez ici ?»« Mariez-vous, » poursuivit Gilliatt. Déruchette commençait à percevoir ce que cet homme lui disait. Elle bégaya. « Mon pauvre oncle !»« Il refuserait si le mariage était à faire, » dit Gilliatt. « Il consentira quand le mariage sera fait. D'ailleurs, vous allez partir. Quand vous reviendrez, il pardonnera. » Gilliatt ajouta avec une nuance amère. « Et puis, il ne pense déjà plus qu'à rebâtir son bateau. Cela l'occupera pendant votre absence. Il a la Durande pour le consoler. »« Je ne voudrais pas, » balbutia Déruchette, dans une stupeur où l'on sentait de la joie, « laisser derrière moi des chagrins. »« Ils ne dureront pas longtemps, » dit Gilliatt. Ebenezer et Déruchette avaient eu comme un éblouissement. Ils se remettaient maintenant. Dans leur trouble décroissant, le sens des paroles de Gilliatt leur apparaissait. Un nuage y restait mêlé, mais leur affaire à eux n'était pas de résister. On se laisse faire à qui sauve. Les objections à la rentrée dans l'Éden sont molles. Il y avait dans l'attitude de Déruchette, imperceptiblement appuyée sur Ebenezer, quelque chose qui faisait cause commune
avec ce que disait Gilliatt. Quant à l'énigme de la présence de cet homme et de ses paroles qui, dans l'esprit de Déruchette en particulier, produisaient plusieurs sortes d'étonnements, c'étaient des questions à côté. Cet homme leur disait « Mariez-vous ». Ceci était clair. S'il y avait une responsabilité, il la prenait. Déruchette sentait confusément que, pour des raisons diverses, il en avait le droit. Ce qu'il disait de mess Lethierry était vrai. Ebenezer pensif murmura « Un oncle n'est pas un père ». Il subissait la corruption d'une péripétie heureuse et soudaine. Les scrupules probables du prêtre fondaient et se dissolvaient dans ce pauvre cœur amoureux. La voix de Gilliatt devint brève et dure, et l'on y sentait comme des pulsations de fièvre. « Tout de suite. Le Cachemire part dans 2 heures. Vous avez le temps. Mais vous n'avez que le temps. Venez. » Ebenezer le considérait attentivement. Tout à coup, il s'écria « Je vous reconnais ? C'est vous qui m'avez sauvé la vie ?» Gilliatt répondit « Je ne crois pas. Là-bas, à la pointe des banques. Je ne connais pas cet endroit-là. C'est le jour même que j'arrivais. Ne perdons pas le temps, dit Gilliatt. Eh, je ne me trompe pas, vous êtes l'homme d'hier soir. Peut-être. Comment vous appelez-vous? Gilliatt haussa la voix. Batelier, attendez-nous. Nous allons revenir. Miss, vous m'avez demandé comment il se faisait que j'étais ici. C'est bien simple. Je marchais derrière vous. Vous avez 21 ans. Dans ce pays-ci, quand les personnes sont majeures et dépendent d'elles-mêmes, on se marie en un quart d'heure. Prenons le sentier du bord de l'eau. Il est praticable, la mer ne montera qu'à midi. Mais tout de suite, venez avec moi. Déruchette et Ebenezer semblaient se consulter du regard. Ils étaient debout l'un près de l'autre, sans bouger. Ils étaient comme ivres. Il y a de ces hésitations étranges au bord de cet abîme, le bonheur. Ils comprenaient sans comprendre. « Il s'appelle Gilliatt », dit Déruchette bas à Ebenezer. Gilliatt reprit avec une sorte d'autorité. « Qu'attendez-vous ? Je vous dis de me suivre. »« Où ?» demanda Ebenezer. « Là. » Et Gilliatt montra du doigt le clocher de l'église. Ils le suivirent. Gilliatt allait devant. Son pas était ferme. Eux, ils chancelaient. À mesure qu'ils avançaient vers le clocher, on voyait poindre sur ces purs et beaux visages d'Ebenezer et de Déruchette quelque chose qui serait bientôt le sourire. L'approche de l'église les éclairait. Dans l'œil creux de Gilliatt, il y avait de la nuit. On eût dit un spectre menant 2 âmes au paradis. Ebenezer et Déruchette ne se rendaient pas bien compte de ce qui allait arriver. L'intervention de cet homme était la branche où se raccroche le noyer. Il suivait Gilliatt avec la docilité du désespoir pour le premier venu. Qui se sent mourir n'est pas difficile sur l'acceptation des incidents. Déruchette, plus ignorante, était plus confiante. Ebenezer songeait. Déruchette était majeure. Les formalités du mariage anglais sont très simples, surtout dans les pays autochtones où les recteurs de paroisse ont un pouvoir presque discrétionnaire. Mais le doyen, néanmoins, consentirait-il à célébrer le mariage sans même s'informer si l'oncle consentait? Il y avait là une question. Pourtant, on pouvait essayer. Dans tous les cas, c'était un sursis. Mais qu'était-ce que cet homme? Et si c'était lui, en effet, que la veille, mess Lethierry avait déclaré son gendre, comment s'expliquer ce qu'il faisait là? Lui, l'obstacle, il se changeait en providence. Ebenezer s'y prêtait, mais il donnait à ce qui se passait le consentement tacite et rapide de l'homme qui se sent sauvé. Le sentier était inégal, parfois mouillé et difficile. Ebenezer, absorbé, ne faisait pas attention aux flaques d'eau et aux blocs de galets. De temps en temps, Gilliatt se retournait et disait à Ebenezer « Prenez garde à ces pierres. Donnez-lui la main. » Chapitre 3. La prévoyance de l'abnégation. 10h30 sonnaient, comme ils entraient dans l'église. À cause de l'heure, et aussi à cause de la solitude de la ville ce jour-là, l'église était vide. Au fond pourtant, près de la table qui, dans les églises réformées, remplace l'autel, il y avait 3 personnes. C'était le doyen
et son évangéliste, plus le registraire. Le doyen, qui était le révérend Jaquemin Hérode, était assis. L'évangéliste et le registraire étaient debout. Le livre, ouvert, était sur la table. À côté, sur une crédence, s'étalait un autre livre, le registre de paroisse, ouvert également, et sur lequel un œil attentif eût pu remarquer une page fraîchement écrite et dont l'encre n'était pas encore séchée. Une plume et une écritoire étaient à côté du registre. En voyant entrer le révérend Ebenezer Caudray, le révérend Jaquemin Hérode se leva. « Je vous attends, dit-il, tout est prêt. » Le doyen, en effet, était en robe d'officiant. Ebenezer regarda Gilliatt. Le révérend doyen ajouta « Je suis à vos ordres, mon collègue. » Et il salua. Ce salut ne s'égara ni à droite ni à gauche. Il était évident, à la direction du rayon visuel du doyen, que, pour lui, Ebenezer seul existait. Ebenezer était clergyman et gentleman. Le doyen ne comprenait dans sa salutation ni Déruchette, qui était à côté, ni Gilliatt, qui était en arrière. Il y avait dans son regard une parenthèse où le seul Ebenezer était admis. Le maintien de ces nuances fait partie du bon ordre et consolide les sociétés. Le doyen reprit avec une aménité gracieusement altière. « Mon collègue, je vous fais mon double compliment. Votre oncle est mort et vous prenez femme. Vous voilà riche par l'un et heureux par l'autre. Du reste, maintenant, grâce à ce bateau à vapeur qu'on va rétablir, Miss Lethierry aussi est riche, ce que j'approuve. Miss Lethierry est née sur cette paroisse. J'ai vérifié la date de sa naissance sur le registre. Miss Lethierry est majeure et s'appartient. D'ailleurs, son oncle, qui est toute sa famille, consent. Vous voulez vous marier tout de suite à cause de votre départ, je le comprends, mais ce mariage étant d'un recteur de paroisse, j'aurais souhaité un peu de solennité. J'abrégerai pour vous être agréable. L'essentiel peut tenir dans le sommaire. L'acte est déjà tout dressé sur le registre que voici, et il n'y a que les noms à remplir. Au terme de la loi et coutume, le mariage peut être célébré immédiatement après l'inscription. La déclaration voulue pour la licence a été dûment faite. Je prends sur moi une petite irrégularité, car la demande de licence eût dû être préalablement enregistrée 7 jours d'avance. Mais je me rends à la nécessité et à l'urgence de votre départ. Soit, je vais vous marier. Mon évangéliste sera le témoin de l'époux. Quant au témoin de l'épouse, le doyen se tourna vers Gilliatt. Gilliatt fit un signe de tête. « Cela suffit, » dit le doyen. Ebenezer restait immobile. Déruchette était l'extase pétrifiée. Le doyen continua. « Maintenant, toutefois, il y a un obstacle. » Déruchette fit un mouvement. Le doyen poursuivit. « L'envoyé, ici présent, de mess Lethierry, lequel envoyé a demandé pour vous la licence et a signé la déclaration sur le registre, » et du pouce de sa main gauche, le doyen désigna Gilliatt, ce qui l'exemptait d'articuler ce nom quelconque. L'envoyé de mess Lethierry m'a dit, ce matin, que mess Lethierry, trop occupé pour venir en personne, désirait que le mariage se fît incontinent. Ce désir, exprimé verbalement, n'est point assez. Je ne saurais, à cause des dispenses à accorder et de l'irrégularité que je prends sur moi, passer outre si vite sans m'informer près de mess Lethierry, à moins qu'on ne me montre sa signature. Quelle que soit ma bonne volonté, je ne puis me contenter d'une parole qu'on vient me redire. Il me faudrait quelque chose d'écrit. « Qu'à cela ne tienne, » dit Gilliatt, et il présenta au révérend doyen un papier. Le doyen se saisit du papier, le parcourut d'un coup d'œil, sembla passer quelques lignes, sans doute inutiles, et lut tout haut. « Va chez le doyen pour avoir les dispenses. Je désire que le mariage se fasse le plus tôt possible, tout de suite serait le mieux. » Il posa le papier sur la table et poursuivit. « Signé Lethierry. La chose serait plus respectueusement adressée à moi. Mais, puisqu'il s'agit d'un collègue, je n'en demande pas davantage. » Ebenezer regarda de nouveau Gilliatt. Il y a des ententes d'âme. Ebenezer sentait là une fraude, et il n'eut pas la force, il n'eut peut-être pas même l'idée, de la dénoncer.
soit obéissance à un héroïsme latent qu'il entrevoyait, soit étourdissement de la conscience par le coup de foudre du bonheur. Il demeura sans parole. Le doyen prit la plume et remplit, aidé du registraire, les blancs de la page écrite sur le registre. Puis il se redressa et, du geste, invita Ebenezer et Déruchette à s'approcher de la table. La cérémonie commença. Ce fut un moment étrange. Ebenezer et Déruchette étaient l'un près de l'autre devant le ministre. Quiconque a fait un songe où il s'est marié a éprouvé ce qui les éprouvait. Gilliatt était à quelque distance dans l'obscurité des piliers. Déruchette, le matin, en se levant, désespérée, pensant au cercueil et au suaire, s'était vêtue de blanc. Cette idée de deuil fut à propos pour la noce. La robe blanche fait tout de suite une fiancée. La tombe aussi est une fiançaille. Un rayonnement se dégageait de Déruchette. Jamais elle n'avait été ce qu'elle était en cet instant-là. Déruchette avait ce défaut d'être peut-être trop jolie et pas assez belle. Sa beauté péchait, si celle-là péchait, par excès de grâce. Déruchette au repos, c'est-à-dire en dehors de la passion et de la douleur, était, nous avons indiqué ce détail, surtout gentille. La transfiguration de la fille charmante, c'est la Vierge idéale. Déruchette, grandie par l'amour et par la souffrance, avait eu, qu'on nous passe le mot, cet avancement. Elle avait la même candeur, avec plus de dignité, la même fraîcheur, avec plus de parfum. C'était quelque chose comme une pâquerette qui deviendrait un lys. La moiteur des pleurs taris était sur ses joues. Il y avait peut-être encore une larme dans le coin du sourire. Les larmes séchées, vaguement visibles, sont une sombre et douce parure au bonheur. Le doyen, debout près de la table, posa un doigt sur la Bible ouverte et demanda à haute voix : « Y a-t-il opposition ?» Personne ne répondit. « Amen, » dit le doyen. Ebenezer et Déruchette avancèrent d'un pas vers le révérend Jaquemin Hérode. Le doyen dit : « Joé Ebenezer Caudray, veux-tu avoir cette femme pour ton épouse ?» Ebenezer répondit : « Je le veux. » Le doyen reprit : « Durande Déruchette Lethierry, veux-tu avoir cet homme pour ton mari ?» Déruchette, dans l'agonie de l'âme, sous trop de joie, comme de la lampe sous trop d'huile, murmura plutôt qu'elle ne prononça : « Je le veux. » Alors, suivant le beau rite du mariage anglican, le doyen regarda autour de lui et fit dans l'ombre de l'église cette demande solennelle. « Qui est-ce qui donne cette femme à cet homme ?»« Moi, » dit Gilliatt. Il y eut un silence. Ebenezer et Déruchette sentirent on ne sait quelle vague oppression à travers leur ravissement. Le doyen mit la main droite de Déruchette dans la main droite d'Ebenezer, et Ebenezer dit à Déruchette : « Déruchette, je te prends pour ma femme. Soit que tu sois meilleur ou pire, plus riche ou plus pauvre, en maladie ou en santé, pour t'aimer jusqu'à la mort, et je te donne ma foi. » Le doyen mit la main droite d'Ebenezer dans la main droite de Déruchette, et Déruchette dit à Ebenezer : « Ebenezer, je te prends pour mon mari, soit que tu sois meilleur ou pire, plus riche ou plus pauvre, en maladie ou en santé, pour t'aimer et t'obéir jusqu'à la mort, et je te donne ma foi. » Le doyen reprit : « Où est l'anneau ?» Ceci était l'imprévu. Ebenezer, pris au dépourvu, n'avait pas d'anneau. Gilliatt ôta la bague d'or qu'il avait au petit doigt et la présenta au doyen. C'était probablement l'anneau de mariage acheté le matin au bijoutier de Commercial Arcade. Le doyen posa l'anneau sur le livre, puis le remit à Ebenezer. Ebenezer prit la petite main gauche, toute tremblante, de Déruchette, passa l'anneau au 4e doigt et dit : « Je t'épouse avec cet anneau. »« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, » dit le doyen. « Que cela soit ainsi, » dit l'évangéliste. Le doyen éleva la voix : « Vous êtes époux. »« Que cela soit, » dit l'évangéliste. Le doyen reprit : « Prions. » Ebenezer et Déruchette se retournèrent vers la table et se mirent à genoux. Gilliatt, resté debout, baissa la tête. Eux s'agenouillaient devant Dieu,
lui se courbait sous la destinée. Chapitre 4. Pour ta femme, quand tu te marieras. À leur sortie de l'église, ils virent le Cachemire, qui commençait à appareiller. « Vous êtes à temps, » dit Gilliatt. Ils reprirent le sentier du Havelet. Ils allaient devant, Gilliatt, maintenant, marchait derrière. C'étaient deux somnambules. Ils n'avaient, pour ainsi dire, que changé d'égarement. Ils ne savaient ni où ils étaient, ni ce qu'ils faisaient. Ils se hâtaient machinalement. Ils ne se souvenaient plus de l'existence de rien. Ils se sentaient l'un à l'autre. Ils ne pouvaient lier deux idées. On ne pense pas plus dans l'extase qu'on ne nage dans le torrent. Du milieu des ténèbres, ils étaient tombés brusquement dans un Niagara de joie. On pourrait dire qu'ils subissaient l'emparadisement. Ils ne se parlaient point, se disant trop de choses avec l'âme. Déruchette serrait contre elle le bras d'Ebenezer. Le pas de Gilliatt derrière eux leur faisait par moments songer qu'il était là. Ils étaient profondément émus, mais sans dire mot. L'excès d'émotion se résout en stupeur. La leur était délicieuse, mais accablante. Ils étaient mariés, ils ajournaient, on se reverrait. Ce que Gilliatt faisait était bien, voilà tout. Le fond de ses deux cœurs le remerciait, ardemment et vaguement. Déruchette se disait qu'elle avait là quelque chose à débrouiller plus tard. En attendant, ils acceptaient. Ils se sentaient à la discrétion de cet homme décisif et subit qui, d'autorité, faisait leur bonheur. Lui adresser des questions, causer avec lui, était impossible. Trop d'impressions se précipitaient sur eux à la fois. Leur engloutissement est pardonnable. Les faits sont parfois une grêle, ils vous criblent. Cela assourdit. La brusquerie des incidents tombant dans des existences habituellement calmes rend très vite les événements inintelligibles à ceux qui en souffrent ou qui en profitent. On n'est pas au fait de sa propre aventure. On est écrasé sans deviner. On est couronné sans comprendre. Déruchette, en particulier, depuis quelques heures, avait reçu toutes les commotions. D'abord l'éblouissement, Ebenezer dans le jardin, puis le cauchemar, ce monstre déclaré son mari, puis la désolation, l'ange ouvrant ses ailes et prêt à partir. Maintenant c'était la joie, une joie inouïe avec un fond indéchiffrable. Le monstre lui donnant l'ange, à elle, Déruchette, le mariage sortant de l'agonie, ce Gilliatt, la catastrophe d'hier, le salut d'aujourd'hui. Elle ne se rendait compte de rien. Il était évident que depuis le matin, Gilliatt n'avait eu d'autre occupation que de les marier. Il avait tout fait. Il avait répondu pour Mess Lethierry, vu le doyen, demandé la licence, signé la déclaration voulue. Voilà comment le mariage avait pu s'accomplir. Mais Déruchette ne le comprenait pas. D'ailleurs, lors même qu'elle eût compris comment, elle n'eût pas compris pourquoi. Fermer les yeux, rendre grâce mentalement, oublier la terre et la vie, se laisser emporter au ciel par ce bon démon, il n'y avait que cela à faire. Un éclaircissement était trop long, un remerciement était trop peu. Elle se taisait dans ce doux abrutissement du bonheur. Un peu de pensée leur restait, assez pour se conduire. Sous l'eau, il y a des parties de l'éponge qui demeurent blanches. Ils avaient juste la quantité de lucidité qu'il fallait pour distinguer la mer de la terre et le Cachemire de tout autre navire. En quelques minutes, ils furent au Havelet. Ebenezer entra le premier dans le bateau. Au moment où Déruchette allait le suivre, elle eut la sensation de sa manche doucement retenue. C'était Gilliatt qui avait posé un doigt sur un pli de sa robe. « Madame, dit-il, vous ne vous attendiez pas à partir. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de robes et de linge. Vous trouverez à bord du Cachemire un coffre qui contient des objets pour femmes. Ce coffre me vient de ma mère. Il était destiné à la femme que j'épouserai. Permettez-moi de vous l'offrir. » Déruchette se réveilla à demi de son rêve. Elle se tourna vers Gilliatt. Gilliatt, d'une voix basse et qu'on entendait à peine, continua. « Maintenant, ce n'est pas pour vous retarder, mais, voyez-vous, madame, je crois qu'il faut que je vous explique. Le jour qu'il y a eu ce malheur, vous étiez assise dans la salle basse.
Vous avez dit une parole. Vous ne vous souvenez pas? C'est tout simple. On n'est pas forcé de se souvenir de tous les mots qu'on dit. Mess Lethierry avait beaucoup de chagrin. Il est certain que c'était un bon bateau et qui rendait des services. Le malheur de la mer était arrivé. Il y avait de l'émotion dans le pays. Ce sont là des choses, naturellement, qu'on a oubliées. Il n'y a pas eu que ce navire-là perdu dans les rochers. On ne peut pas penser toujours à un accident. Seulement, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme on disait, personne n'ira, j'y suis allé. Il disait, c'est impossible. Ce n'était pas cela qui était impossible. Je vous remercie de m'écouter un petit instant. Vous comprenez, madame, si je suis allé là, ce n'était pas pour vous offenser. D'ailleurs, la chose date de très loin. Je sais que vous êtes pressé. Si on avait le temps, si on parlait, on se souviendrait. Mais cela ne sert à rien. La chose remonte à un jour où il y avait de la neige, et puis une fois que je passais, j'ai cru que vous aviez souri. C'est comme ça que ça s'explique. Quant à hier, je n'avais pas eu le temps de rentrer chez moi. Je sortais du travail. J'étais tout déchiré. Je vous ai fait peur. Vous vous êtes trouvé mal. J'ai eu tort. On n'arrive pas ainsi chez les personnes. Je vous prie de ne pas m'en vouloir. C'est à peu près tout, ce que je voulais dire. Vous allez partir. Vous aurez beau temps. Le vent est à l'est. Adieu, madame. Vous trouverez juste que je vous parle un peu, n'est-ce pas? Ceci est une dernière minute. Je pense à ce coffre, répondit Déruchette. Mais pourquoi ne pas le garder pour votre femme quand vous vous marierez? Madame, dit Gilliatt, je ne me marierai probablement pas. Ce sera dommage, car vous êtes bon. Merci. Et Déruchette sourit. Gilliatt lui rendit ce sourire. Puis il aida Déruchette à entrer dans le canot. Moins d'un quart d'heure après, le bateau où étaient Ebenezer et Déruchette abordait en rade le Cashmere. Chapitre 5. La grande tombe. Gilliatt suivit le bord de l'eau, passa rapidement dans Saint-Pierre-Port, puis se remit à marcher vers Saint-Sampson le long de la mer, se dérobant aux rencontres, évitant les routes pleines de passants par sa faute. Dès longtemps, on le sait, il avait une manière à lui de traverser dans tous les sens le pays sans être vu de personne. Il connaissait des sentiers, il s'était fait des itinéraires isolés et serpentants. Il avait l'habitude farouche de l'être qui ne se sent pas aimé. Il restait lointain. Tout enfant, voyant peu d'accueil dans les visages des hommes, il avait pris ce pli, qui, depuis, était devenu son instinct, de se tenir à l'écart. Il dépassa l'esplanade, puis la salerie. De temps en temps, il se retournait et regardait, en arrière de lui, dans la rade, le Cashmere qui venait de mettre à la voile. Il y avait peu de vent. Gilliatt allait plus vite que le Cashmere. Gilliatt marchait dans les roches extrêmes du bord de l'eau, la tête baissée. Le flux commençait à monter. À un certain moment, il s'arrêta et, tournant le dos à la mer, il considéra pendant quelques minutes, au-delà des rochers cachant la route du Val, un bouquet de chênes. C'étaient les chênes du lieu dit les basses maisons. Là, autrefois, sous ces arbres, le doigt de Déruchette avait écrit son nom, Gilliatt, sur la neige. Il y avait longtemps que cette neige était fondue. Il poursuivit son chemin. La journée était charmante, plus qu'aucune qu'il y eût encore eu cette année-là. Cette matinée avait on ne sait quoi de nuptial. C'était un de ces jours printaniers où mai se dépense tout entier. La création semble n'avoir d'autre but que de se donner une fête et de faire son bonheur. Sous toutes les rumeurs de la forêt comme du village, de la vague comme de l'atmosphère, il y avait un roucoulement.
Les premiers papillons se posaient sur les premières roses. Tout était neuf dans la nature, les herbes, les mousses, les feuilles, les parfums, les rayons. Il semblait que le soleil n'eût jamais servi. Les cailloux étaient lavés de frais. La profonde chanson des arbres était chantée par des oiseaux nés d'hier. Il est probable que leurs coquilles d'œufs cassées par leurs petits becs étaient encore dans le nid. Des essais d'ailes bruissaient dans le tremblement des branches. Ils chantaient leur premier chant, ils volaient leur premier vol. C'était un doux parlage de tous, à la fois, huppes, mésanges, pique-bois, chardonnerets, bouvreuils, moines et miss. Les lilas, les muguets, les daphnées, les glycines faisaient dans les fourrés un bariolage exquis. Une très jolie lentille d'eau qu'il y a à Guernesey couvrait les mares d'une nappe d'émeraude. Les bergeronnettes et les épluques pommiers, qui font de si gracieux petits nids, s'y baignaient. Par toutes les claires-voies de la végétation, on apercevait le bleu du ciel. Quelques nuées lascives s'entre-poursuivaient dans l'azur avec des ondoiements de nymphes. On croyait sentir passer des baisers que s'envoyaient des bouches invisibles. Pas un vieux mur qui n'eût, comme un marié, son bouquet de giroflées. Les pruneliers étaient en fleurs, les cytises étaient en fleurs. On voyait ces monceaux blancs qui luisaient et ces monceaux jaunes qui étincelaient à travers les entrecroisements des rameaux. Le printemps jetait tout son argent et tout son or dans l'immense panier percé des bois. Les pousses nouvelles étaient toutes fraîches vertes. On entendait en l'air des cris de bienvenue. L'été hospitalier ouvrait sa porte aux oiseaux lointains. C'était l'instant de l'arrivée des hirondelles. Les thyrses des ajoncs bordaient les talus des chemins creux, en attendant les thyrses des aubépines. Le beau et le joli faisaient bon voisinage. Le superbe se complétait par le gracieux. Le grand ne gênait pas le petit. Aucune note du concert ne se perdait. Les magnificences microscopiques étaient à leur plan dans la vaste beauté universelle. On distinguait tout comme dans une eau limpide. Partout, une divine plénitude et un gonflement mystérieux faisaient deviner l'effort panique et sacré de la sève en travail. Qui brillait, brillait plus. Qui aimait, aimait mieux. Il y avait de l'hymne dans la fleur et du rayonnement dans le bruit. La grande harmonie diffuse s'épanouissait. Ce qui commence à poindre provoquait ce qui commence à sourdre. Un trouble qui venait d'en bas et qui venait aussi d'en haut remuait vaguement les cœurs, corruptible à l'influence éparse et souterraine des germes. La fleur promettait obscurément le fruit, toute vierge songeait la reproduction des êtres, préméditée par l'immense âme de l'ombre, s'ébauchait dans l'irradiation des choses. On se fiançait partout, on s'épousait sans fin. La vie, qui est la femelle, s'accouplait avec l'infini, qui est le mâle. Il faisait beau, il faisait clair, il faisait chaud. À travers les haies, dans les enclos, on voyait rire les enfants. Quelques-uns jouaient aux merelles. Les pommiers, les pêchers, les cerisiers, les poiriers couvraient les vergers de leurs grosses touffes pâles ou vermeilles. Dans l'herbe, prime-vert, pervenche, achillée, marguerite, amaryllis, jacinthe, et les violettes et les véroniques. Les bourraches bleues, les iris jaunes, pullulaient, avec ces belles petites étoiles roses qui fleurissent toujours en troupe et qu'on appelle pour cela les compagnons. Des bêtes toutes dorées couraient entre les pierres. Les joubardes en floraison empourpraient les toits de chaume. Les travailleuses des ruches étaient dehors, l'abeille était à la besogne. L'étendue était pleine du murmure des mers et du bourdonnement des mouches. La nature, perméable au printemps, était moite de volupté. Quand Gilliatt arriva à Saint-Sampson, il n'y avait pas encore d'eau au fond du port, et il put le traverser à pied sec, inaperçu derrière les coques de navires au radoub. Un cordon de pierres plates espacées qu'il y a là aide à ce passage. Gilliatt ne fut pas remarqué.
La foule était à l'autre bout du port, près du goulet, au bravé. Là son nom était dans toutes les bouches. On parlait tant de lui qu'on ne fit pas attention à lui. Gilliatt passa, caché en quelque sorte par le bruit qu'il faisait. Il vit de loin la panse à la place où il l'avait amarrée, la cheminée de la machine entre ses 4 chaînes, un mouvement de charpentier à l'ouvrage, des silhouettes confuses d'allant et venant, et il entendit la voix tonnante et joyeuse de mess Lethierry donnant des ordres. Il s'enfonça dans les ruettes. Il n'y avait personne derrière les bravées, toute la curiosité étant sur le devant. Gilliatt prit le sentier longeant le mur bas du jardin. Il s'arrêta dans l'angle où était la mauve sauvage. Il revit la pierre où il s'était assis. Il revit le banc de bois où s'était assise Déruchette. Il regarda la terre de l'allée où il avait vu s'embrasser 2 ombres qui avaient disparu. Il se remit en marche. Il gravit la colline du château du Val, puis la redescendit et se dirigea vers le but de la rue. Le Houmet Paradis était solitaire. Sa maison était telle qu'il l'avait laissée le matin après s'être habillé pour aller à Saint-Pierre-Port. Une fenêtre était ouverte. Par cette fenêtre, on voyait le Buck-Pipe accroché à un clou de la muraille. On apercevait sur la table la petite Bible donnée en remerciement à Gilliatt par un inconnu qui était Ebenezer. La clé était à la porte. Gilliatt approcha, posa la main sur cette clé, ferma la porte à double tour, mit la clé dans sa poche et s'éloigna. Il s'éloigna, non du côté de la terre, mais du côté de la mer. Il traversa diagonalement son jardin, par le plus court, sans précaution pour les plates-bandes, en ayant soin toutefois de ne pas écraser les siquelles qu'il avait plantées parce que c'était un goût de Déruchette. Il franchit le parapet et descendit dans les brisants. Il se mit à suivre, allant toujours devant lui, la longue et étroite ligne de récifs qui liait le but de la rue à ce gros obélisque de granit debout au milieu de la mer qu'on appelait la corne de la bête. C'était là qu'était la chaise Gilde Holm Ur. Il enjambait d'un récif à l'autre comme un géant sur des cimes. Faire ses enjambées sur une crête de brisant, cela ressemble à marcher sur l'arête d'un toit. Une pêcheuse à la trouble qui rôdait pieds nus dans les flaques d'eau à quelque distance et qui regagnait le rivage lui cria « Prenez garde, la mer arrive !» Il continua d'avancer. Parvenu à ce grand rocher de la pointe, la corne, qui faisait pinacle sur la mer, il s'arrêta. La terre finissait là. C'était l'extrémité du petit promontoire. Il regarda. Au large, quelques barques, à l'ancre, pêchaient. On voyait de temps en temps sur ces bateaux des ruissellements d'argent au soleil qui étaient la sortie de l'eau des filets. Le Cashmere n'était pas encore à la hauteur de Saint-Sampson. Il avait déployé son grand hunier. Il était entre Hermes et Jetou. Gilliatt tourna le rocher. Il parvint sous la chaise Gilde Holm Ur, au pied de cette espèce d'escalier abrupt que, moins de 3 mois auparavant, il avait aidé Ebenezer à descendre. Il le monta. La plupart des degrés étaient déjà sous l'eau. 2 ou 3 seulement étaient encore à sec. Il les escalada. Ces degrés menaient à la chaise Gilde Holm Ur. Il arriva à la chaise, la considéra un moment, appuya sa main sur ses yeux et la fit lentement glisser d'un sourcil à l'autre, geste par lequel il semble qu'on essuie le passé, puis il s'assit dans le creux de roche, avec l'escarpement derrière son dos et l'océan sous ses pieds. Le Cashmere, en ce moment-là, élongeait la grosse tour ronde immergée, gardée par un sergent et un canon, qui marque dans la rade le mi-chemin entre Hermes et Saint-Pierre-Port. Au-dessus de la tête de Gilliatt, dans les fentes, quelques fleurs de rochers frissonnaient. L'eau était bleue à perte de vue. Le vent étant d'est, il y avait peu de ressacs autour de Sercq, dont on ne voit de Guernesey que la côte occidentale. On apercevait au loin la France comme une brume
et la longue bande jaune des sables de Carteret. Par instants, un papillon blanc passait. Les papillons ont le goût de se promener sur la mer. La brise était très faible. Tout ce bleu, en bas comme en haut, était immobile. Aucun tremblement n'agitait ces espèces de serpents d'un azur plus clair ou plus foncé qui marquent à la surface de la mer les torsions latentes des bas-fonds. Le Cachemire, peu poussé du vent, avait, pour saisir la brise, hissé ses bonnettes de hune. Il s'était couvert de toile. Mais le vent étant de travers, l'effet des bonnettes le forçait à serrer de très près la côte de Guernesey. Il avait franchi la balise de Saint-Sampson. Il atteignait la colline du château du Val. Le moment arrivait où il allait doubler la pointe du but de la rue. Gilliatt le regardait venir. L'air et la vague étaient comme assoupis. La marée se faisait non par lame, mais par gonflement. Le niveau de l'eau se haussait sans palpitation. La rumeur du large, éteinte, ressemblait à un souffle d'enfant. On entendait, dans la direction du havre de Saint-Sampson, de petits coups sourds, qui étaient des coups de marteau. C'étaient probablement les charpentiers dressant les palans et le fardier pour retirer de la panse la machine. Ces bruits parvenaient à peine à Gilliatt, à cause de la masse de granit à laquelle il était adossé. Le Cachemire approchait avec une lenteur de fantôme. Gilliatt attendait. Tout à coup, un clapotement et une sensation de froid le firent regarder en bas. Le flot lui touchait les pieds. Il baissa les yeux, puis les releva. Le Cachemire était tout près. L'escarpement où les pluies avaient creusé la chaise Gildomur était si vertical, et il y avait là tant d'eau, que les navires pouvaient sans danger, par les temps calmes, faire chenal à quelques encablures du rocher. Le Cachemire arriva. Il surgit, il se dressa, il semblait croître sur l'eau. Ce fut comme le grandissement d'une ombre. Le gréement se détacha en noir sur le ciel dans le magnifique balancement de la mer. Les longues voiles, un moment superposées au soleil, devinrent presque roses et eurent une transparence ineffable. Les flots avaient un murmure indistinct. Aucun bruit ne troublait le glissement majestueux de cette silhouette. On voyait sur le pont comme si on y eût été. Le Cachemire rasa presque la roche. Le timonier était à la barre, une mousse grimpait au haubans, quelques passagers, accoudés au bordage, considéraient la sérénité du temps. Le capitaine fumait. Mais ce n'était rien de tout cela que voyait Gilliatt. Il y avait sur le pont un coin plein de soleil. C'était là ce qu'il regardait. Dans ce soleil étaient Ebenezer et Déruchette. Ils étaient assis dans cette lumière, lui près d'elle. Ils se blottissaient gracieusement côte à côte, comme deux oiseaux se chauffant à un rayon de midi sur un de ces bancs couverts d'un petit plafond goudronné que les navires bien aménagés offrent aux voyageurs et sur lesquels on lit, quand c'est un bâtiment anglais, « For ladies only ». La tête de Déruchette était sur l'épaule d'Ebenezer. Le bras d'Ebenezer était derrière la taille de Déruchette. Ils se tenaient les mains, les doigts entrecroisés dans les doigts. Les nuances d'un ange à l'autre étaient saisissables sur ces deux exquises figures faites d'innocence. L'une était plus virginale, l'autre plus sidérale. Leur chaste embrassement était expressif. Tout l'hyménée était là, toute la pudeur aussi. Ce banc était déjà une alcôve et presque un nid. En même temps, c'était une gloire, la douce gloire de l'amour en fuite dans un nuage. Le silence était céleste. L'œil d'Ebenezer rendait grâce et contemplait. Les lèvres de Déruchette remuaient. Et dans ce charmant silence, comme le vent portait du côté de terre, à l'instant rapide où le sloop glissa à quelques toises de la chaise Gildomur, Gilliatt entendit la voix tendre et délicate de Déruchette qui disait « Vois donc, il semblerait qu'il y a un homme dans le rocher. » Cette apparition passa.
Le Cashmere laissa la pointe du but de la rue derrière lui et s'enfonça dans le plissement profond des vagues. En moins d'un quart d'heure, sa mâture et ses voiles ne firent plus sur la mer qu'une sorte d'obélisque blanc décroissant à l'horizon. Gilliatt avait de l'eau jusqu'aux genoux. Il regardait le sloop s'éloigner. La brise fraîchit au large. Il put voir le Cashmere hisser ses bonnettes basses et ses focs pour profiter de cette augmentation de vent. Le Cashmere était déjà hors des eaux de Guernesey. Gilliatt ne le quittait pas des yeux. Le flot lui arrivait à la ceinture. La marée s'élevait, le temps passait. Les mauves et les cormorans volaient autour de lui, inquiets. On eût dit qu'il cherchait à l'avertir. Peut-être y avait-il dans ces volées d'oiseaux quelques mouettes venues des Douvres qui le reconnaissaient. 1 heure s'écoula. Le vent du large ne se faisait pas sentir dans la rade, mais la diminution du Cashmere était rapide. Le sloop était, selon toute apparence, en pleine vitesse. Il atteignait déjà, presque, la hauteur des Casquets. Il n'y avait pas d'écume autour du rocher Gilles d'Olmhour. Aucune lame ne battait le granit. L'eau s'enflait paisiblement. Elle atteignait presque les épaules de Gilliatt. 1 autre heure s'écoula. Le Cashmere était au-delà des eaux d'Aurigny. Le rocher Ortac le cacha un moment. Il entra dans l'occultation de cette roche, puis en ressortit comme d'une éclipse. Le sloop fuyait au nord. Il gagna la haute mer. Il n'était plus qu'un point ayant, à cause du soleil, la scintillation d'une lumière. Les oiseaux jetaient de petits cris à Gilliatt. On ne voyait plus que sa tête. La mer montait avec une douceur sinistre. Gilliatt, immobile, regardait le Cashmere s'évanouir. Le flux était presque à son plein. Le soir approchait. Derrière Gilliatt, dans la rade, quelques bateaux de pêche rentraient. L'œil de Gilliatt, attaché au loin sur le sloop, restait fixe. Cet œil fixe ne ressemblait à rien de ce qu'on peut voir sur la terre. Dans cette prunelle tragique et calme, il y avait de l'inexprimable. Ce regard contenait toute la quantité d'apaisement que laisse le rêve non réalisé. C'était l'acceptation lugubre d'un autre accomplissement. Une fuite d'étoiles doit être suivie par des regards pareils. De moment en moment, l'obscurité céleste se faisait sous ce sourcil dont le rayon visuel demeurait fixé à un point de l'espace. En même temps que l'eau infinie autour du rocher Gilles d'Olmhour, l'immense tranquillité de l'ombre montait dans l'œil profond de Gilliatt. Le Cashmere, devenu imperceptible, était maintenant une tache mêlée à la brume. Il fallait, pour le distinguer, savoir où il était. Peu à peu, cette tache, qui n'était plus une forme, pâlit. Puis elle s'amoindrit. Puis elle se dissipa. À l'instant où le navire s'effaça à l'horizon, la tête disparut sous l'eau. Il n'y eut plus rien que la mer. C'est la fin de ce roman. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à liker. À bientôt.